C'est un géant, plus imposant et plus lourd que n'importe quel autre avion de ligne. Il emmènera plus de passagers que ses concurrents. Ses concepteurs ont investi des milliards. Et l'heure de vérité approche. Le plus gros avion de ligne du monde réussira-t-il son vol inaugural ? En cette matinée printanière, le ciel est dégagé et une brise légère souffle sur le sud-ouest de la France. 40 000 badauds, randonneurs, campeurs et journalistes du monde entier se sont massés dans les champs qui bordent l'aéroport international de Toulouse-Blagnac. Tous cherchent le meilleur point de vue pour assister au vol inaugural de l'Airbus A380, le plus gros long courrier de l'histoire. Il mesure 73 mètres de long et sa hauteur est équivalente à un immeuble de 7 étages. Il mesure près de 80 mètres du bout d'une aile à l'autre. Il est plus lourd, plus long et plus grand qu'un Boeing 747 et compte 2 niveaux complets de sièges, suffisamment pour accueillir plus de 550 passagers. Pour que ces plans prennent forme, il a fallu des matériaux ultra légers révolutionnaires. 4 énormes réacteurs. Des usines gigantesques disséminées dans toute l'Europe. Et un système de commande de vol informatisé plus sophistiqué que celui de tous ses concurrents. En cet instant, se joue le plus grand pari jamais tenté par le consortium Airbus, un investissement de près de 10 milliards d'euros. L'avenir de l'entreprise et la vie des futurs passagers dépendent de ce vol d'essai historique. Le long de la piste, le silence se fait lorsque le Super Jumbo apparaît. Petit à petit, il prend de la vitesse pour atteindre les 269 km/h qui vont lui permettre de décoller. Lorsqu'il arrive en bout de piste, c'est l'heure de vérité. Le nez énorme se dresse vers le ciel. Un rayon de soleil se glisse sous les roues du train arrière et l'Airbus A380 s'élève dans le ciel pour la toute première fois. Dans la foule, ingénieurs et techniciens poussent un soupir de soulagement. Leur bébé vole. Mais la question qui se pose désormais, c'est de savoir si les clients veulent d'un appareil de ce gabarit. Ce format sans précédent s'avérera-t-il une réussite ou un échec? Ce Super Jumbo incarne-t-il l'avenir de l'aviation commerciale ou deviendra-t-il le plus gros bid depuis le Spruce Goose, l'hydravion géant d'Howard Hughes? Tout dépendra de la capacité d'Airbus à convaincre les compagnies aériennes que les voyageurs souhaiteront confier leur vie à cet engin de croisière volant. Il est trop tôt pour raconter la fin de cette histoire. Mais une chose est sûre, un échec, même mineur en ce jour crucial, serait pour le consortium européen un camouflet dont les conséquences se feraient sentir dans le monde entier. L'avion disparaît dans le lointain. Pendant 4 heures, tandis que l'équipage teste le très gros porteur, les badauds n'ont rien d'autre à faire qu'attendre et peut-être réfléchir au voyage qui les a conduits jusqu'ici, un voyage entamé près de 40 ans plus tôt. « 1969 est un millésime excellent pour les premières technologiques. Cette année-là, on découvre 2 nouveaux avions de ligne. Boeing dévoile son 747, le premier appareil de transport de passagers à 2 ponts. C'est l'avion le plus gros et le plus lourd du moment. Mu par 4 turboréacteurs Pratt & Whitney JT9D qui lui fournissent 827 kN de poussée, cet avion peut emporter jusqu'à 400 passagers avec leurs bagages, une capacité 2 fois supérieure à celle du 707. L'avion ne connaît pas le succès immédiatement, mais il finira par s'imposer.
Le Concorde est arrivé. Aérospatiale et British Aircraft Corporation, les ancêtres du consortium Airbus, présentent le Concorde la même année. Si l'avionneur américain a misé sur le gigantisme, les Européens, eux, ont pris le parti du petit mais rapide. Le Concorde compense son petit nombre de places par sa vitesse. S'il n'emporte que 128 passagers, il vole à 2 fois la vitesse du son, faisant passer la durée d'un New York-Londres de presque 8 heures à moins de 3h30. Ces deux appareils finiront par incarner le paroxysme du luxe en transport aérien. Mais ces deux philosophies opposées symbolisent bientôt la concurrence acharnée qui oppose les avionneurs américains et européens. Une rivalité qui n'a fait que s'accroître au fil du temps, même lors des changements profonds qui ont secoué le transport aérien. Après des années de difficultés financières et le dramatique accident à Paris, le Concorde est finalement cloué au sol. Quant au 747, c'est aujourd'hui un appareil vieillissant, dont on retiendra le grand nombre de sièges plutôt que le style. Qu'est-ce qui a transformé le trafic aérien de luxe d'antan en transport en commun d'aujourd'hui? Une raison toute simple, l'économie. En quelques décennies, le nombre de passagers a triplé. À l'heure actuelle, chaque jour, des centaines de milliers de gens s'entassent dans 70 000 vols qui vont et viennent entre 4 000 aéroports disséminés dans le monde entier. Et ce chiffre ne peut qu'augmenter de manière quasi exponentielle. Les spécialistes tablent sur un doublement du nombre de passagers d'ici 2020. Mais encore faut-il arriver à les glisser dans un système d'ores et déjà saturé. Boeing et Airbus en ont vu les signes avant-coureurs dans la décennie 90. Mais ces deux sociétés ont envisagé une nouvelle fois des approches diamétralement opposées. D'après Boeing, on augmentera la capacité de transport en volant d'un point à un autre. Vous décollerez près de chez vous pour atterrir près de votre destination. Aussi, Boeing mise-t-il sur le 787 Dreamliner, un avion très fiable conçu pour transporter 250 passagers seulement. L'A380 est radicalement différent. Il est conçu pour voler d'une plateforme à une autre. Les passagers embarqueront dans un petit appareil près de chez eux, changeront d'avion dans un grand aéroport international et traverseront la moitié du globe pour arriver à destination. Cette stratégie s'attaque spécifiquement aux vols long courriers au départ et à destination de l'Asie, ceux qui se développent le plus. Elle s'adresse également aux clients qui apprécient qu'on prenne soin d'eux. En effet, la taille gigantesque de l'A380 lui permet d'abriter, outre ses deux ponts passagers au siège confortable, des équipements de luxe. Comme un salon de beauté, une boutique, 2 escaliers et même une cascade. C'était un rêve merveilleux, mais personne ne savait si l'on était capable de fabriquer une telle machine. Au dire de certains, un avion de ce genre serait trop lourd et trop cher pour être utilisable. Mais un cadre d'Airbus tenace et au nom prédestiné, Charles Champion, ne l'entendait pas de cette oreille. Et il a incité son équipe d'ingénieurs à sortir des sentiers battus. Il y a eu plein d'idées bizarres. Certains ont pensé à un double bulbe. Une des premières options envisagées est en effet un fuselage à double bulbe juxtaposé. Elle paraît prometteuse, mais les analyses informatiques démontrent que l'avion sera trop lourd et pas assez aérodynamique. Charles Champion renvoie donc ses collaborateurs à leur table à dessin et ils finissent par trouver un concept révolutionnaire. Un avion dont les 2 ponts courront sur toute sa longueur avec une soute en dessous pour les bagages. On obtient ainsi en volume l'équivalent de 2 cabines normales, mais superposées. Cette conception permet d'obtenir un avion mesurant 2,50 m de plus qu'un 747, mais d'une envergure de 15 mètres de plus et plus haut de 5 mètres. Mais lorsque l'équipe entre ces données dans l'ordinateur, elle a droit à une surprise désagréable. L'avion est beaucoup trop lourd. On a obtenu des résultats affreux. Si c'était le poids de l'avion, ça n'irait pas.
Donc, 2 ou 3 mois après le lancement du programme, on a dû relever le défi énorme du poids. L'équipe doit parvenir à une masse à vide opérationnelle maximale de 277 tonnes, soit 50% de plus que celle du 747. C'est un objectif ambitieux pour un avion devant transporter 100 passagers supplémentaires et leurs bagages à l'autre bout du monde. Et à moins que Charles Champion et son équipe n'arrivent à relever le défi, le rêve risque de s'envoler. D'autant que les ingénieurs d'Airbus doivent également faire voyager les 550 passagers de l'A380 à un coût moindre par siège, de manière moins bruyante et moins polluante. Autant dire qu'ils doivent revoir leur copie en totalité. Il faut des matériaux plus légers, des réacteurs plus puissants, des ailes plus longues et même des usines plus grandes et plus perfectionnées. Chaque composant va devoir être agrandi pour passer du XL au XXL. Mais tandis que les ingénieurs se creusent encore les méninges sur ces détails, les commerciaux d'Airbus déploient déjà tout leur talent pour séduire les clients en leur montrant de quoi demain sera fait. Ils disposent pour cela d'une maquette de l'intérieur de l'A380 à l'échelle 1, montrant les installations qui permettront aux voyageurs d'oublier le train-train du vol, avec des sièges de 2,5 cm plus larges et des porte-bagages 10% plus grands. Chaque appareil est également équipé de plafonniers nouveaux pour supprimer l'effet désagréable provoqué par l'allumage brutal des lampes par le personnel de bord. Le système, plus doux, équipant l'A380, reproduit la transition jour-nuit et inversement. Les innovations de ce genre font toute l'originalité de cet avion, mais c'est le luxe qui fait vraiment tourner la tête. Pour l'évoquer, les informaticiens ont mis au point un showroom virtuel permettant aux compagnies aériennes de faire naître leurs rêves les plus fous. Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Je vous souhaite la bienvenue à bord de ce programme de visite en 3D du pont principal de l'A380. Grâce à ce laboratoire 3D, les compagnies aériennes peuvent commander à la carte les dispositions en cabine, les coloris ou encore les styles de sièges. Et Airbus incite ses clients à voir les choses en grand. Des salles de bain avec douche, des salons spacieux, des bars-restaurants et même un salon de beauté. Mais jusqu'à la mise en service des A380, les choix de la plupart des compagnies sont marqués du sceau du secret commercial. Seul un fan de la première heure, Richard Branson, le fondateur non conformiste de Virgin Atlantic Airlines, n'a pas tenu sa langue. Il a présenté une version grand luxe de l'A380 avec un casino et des chambres à lit double sur le pont supérieur. Lors d'une conférence de presse, il a lancé ce bon mot « En plus du casino, vous aurez au moins 2 chances de bien vous amuser à bord ». Mais le rêve ne peut devenir réalité que si les ingénieurs trouvent des moyens de faire voler le mastodonte. Fin 2000, ils trouvent la combinaison idéale. Pour la motorisation, ils arrêtent leur choix sur des moteurs Rolls-Royce, fournissant 30% de poussée de plus que ceux du 747. Chacun d'eux coûte plus de 12 millions d'euros, soit l'équivalent d'1 tonne d'or, et à eux 4, ils représentent près de 25% du coût de chaque très gros porteur. Mais s'il y a quelque chose dont cet avion a besoin, c'est bien de pousser. Chaque moteur offre une puissance de 311 kN. À pleine vitesse, le Super Jumbo va engloutir 1 litre de carburant chaque seconde. Et comme il est conçu pour des vols moyens de 13 heures et plus, il devra décoller avec beaucoup de carburant. Pas moins de 260 000 litres de kérosène, soit 20% de plus que le Boeing 747. Airbus avait déjà transformé le monde en usine géante avec ses 1500 fournisseurs et unités de production pour construire les autres avions de la gamme dans plus de 30 pays, reliés par des réseaux efficaces de communication et de transport. Pour assembler les A380 qu'il compte commercialiser dans les années à venir, l'avionneur fait construire les éléments principaux dans 5 pays. Les ailes au Pays de Galles,
les moteurs en Angleterre, le fuselage et l'empennage vertical en Allemagne, l'empennage horizontal en Espagne. Et c'est en France que les pièces sont assemblées pour donner l'avion complet. Le processus commence au Pays de Galles. Dans 2 gigantesques usines, on fabrique les ailes les plus grandes et les plus complexes sur le plan structurel pour un avion de ligne. 32 000 composants arrivent ici de tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Les ailes de l'A380 sont des merveilles de la mécanique. Elles accueillent les commandes de vol et elles offrent suffisamment de portance pour faire voler l'avion et de résistance pour soutenir les 4 turboréacteurs qui pèsent chacun 6 tonnes et demie. Et pour caser les 260 000 litres de carburant dans une dizaine d'emplacements, les ailes sont devenues de véritables réservoirs volants. Elles sont un des composants structurels essentiels de cet avion. L'usinage de précision commence avec les feuilles d'aluminium destinées à prendre la forme des panneaux qui recouvrent chaque aile. Chaque pièce a une forme et un poids précis. Pour en fabriquer une, il faut passer par 3 étapes complexes: rasage, emballage et cuisson. Ce panneau d'aluminium de 34 mètres de long pèse 5 tonnes. C'est beaucoup trop pour une pièce devant couvrir une aile. Dans sa forme finale, il ne fera plus qu'1 tonne environ. Il a donc droit à une cure d'amaigrissement version aéronautique. Ensuite, il passe entre les mains d'une immense machine, une fraise de 40 mètres de long. Comme une espèce de râpe à fromage géante, la tête de la fraise ultra précise racle petit à petit la surface de l'aile, rabotant l'aluminium jusqu'à ce que le panneau prenne enfin la forme de la pièce en 3D contenue dans la mémoire de l'ordinateur relié à la fraise. Cette opération, qui prend jusqu'à 3 jours, élimine jusqu'à 75% du poids initial du panneau, sans pour autant réduire sa résistance. Ensuite, la pièce est prête pour passer au four, un des plus grands appareils de ce genre au monde, avec ses 42 mètres de long sur près de 6 de large. Le technicien John Massey a cuit un grand nombre d'ailes pour les petits avions de la gamme Airbus, comme l'A320. C'est un défi de passer de la taille de l'A320 à celle de l'A380. C'est un bond immense. Les ailes de l'A380 sont en effet 50% plus grosses que celles de l'A320, ce qui signifie qu'il y a 50% de chances de plus de commettre une erreur. Aussi, la cuisson est-elle préparée avec le plus grand soin. Tout d'abord, il faut placer le segment dans une forme métallique particulière. Ensuite, on fait le vide autour de l'assemblage à l'intérieur d'un immense emballage en plastique pour protéger le métal de toute contamination. À l'intérieur, la chaleur de 150 degrés doit être uniforme sur toute la surface du panneau. Il n'y a pas de place pour la moindre erreur. On évite toute variation de l'étanchéité et de la température. Cette dernière doit rester constante pendant toute l'opération. On a une marge de plus ou moins 3 degrés, sinon le traitement n'est pas validé. 24 heures plus tard, le panneau est prêt. Des véhicules spécialement conçus pour cette tâche s'installent devant le four. Tous les regards se portent sur l'enveloppe de protection en plastique. Si cette dernière est déchirée, la pièce en aluminium est compromise. C'est un véritable désastre, car elle n'a dès lors plus aucune valeur. Si le plastique est déchiré, il faut recommencer à zéro. Il scrute attentivement l'emballage. Bientôt, l'aile est assez froide pour qu'on puisse la toucher. Bonne nouvelle, le plastique semble intact. Finalement, la pièce arrive dans l'atelier où les techniciens retirent l'emballage de plastique et de tissu. Commence alors la tâche laborieuse de la recherche d'éventuels défauts. Le patron de John, Garrett Williams, inspecte la pièce. Il récupère les petites barres de métal qui ont cuit sur la partie supérieure de l'aile. Chacun de ces cylindres est important pour la sécurité du futur avion. Ce sont des pièces de test composées du même matériau que le panneau proprement dit, qu'on utilise pour vérifier la qualité du traitement. Celui-ci s'est passé correctement et répond aux spécifications en vigueur.
Une fois cette vérification terminée, Garrett Williams et John Massey donnent le feu vert pour que la pièce passe à l'étape suivante, l'usine d'assemblage des ailes. Un site gigantesque tout neuf situé non loin. C'est une des installations industrielles les plus grandes construites au XXIe siècle en Grande-Bretagne. Elle s'étend sur près de 85 000 mètres carrés, l'équivalent de 12 terrains de football, et c'est là que les ouvriers assemblent la peau d'aluminium sur les nervures de caissons de voilure. George Lee chapeaute son équipe lors de cette étape difficile. Aujourd'hui, ces ouvriers s'apprêtent à placer un des plus grands des 20 panneaux d'aluminium qui mesure 34 mètres de long et pèse plus d'1 tonne. Le défi, c'est la taille, car à chaque fois, il faut un levage mécanique. On ne peut rien manipuler à la main. Toute la manutention doit être faite par levage et l'utilisation des grues est donc très importante. Le panneau est levé comme une immense lame de guillotine. Mais ce n'est pas la seule épée de Damoclès à être suspendue au-dessus de l'équipe. En effet, le temps presse. Sur les arêtes de l'aile à moitié construite, les ouvriers ont disposé un enduit étanche qui assurera l'intégrité des réservoirs de carburant. Cette matière séchant en quelques heures, les hommes doivent mettre le panneau en place rapidement. Sinon, l'aile risque d'être défectueuse. Et aujourd'hui, ils sont en retard. Le seul problème, c'est le facteur temps. En cas d'échec, l'équipe devra retirer le joint étanche de l'aluminium et tout recommencer. Finalement, le panneau est posé. Il n'en reste plus que 9. Parfois, c'est stressant, oui. Mais c'est un travail plaisant, car quand tout marche, c'est gratifiant. On a vraiment réussi quelque chose. Il est temps de coller et de boulonner les pièces. C'est un peu comme fabriquer une maquette géante. Mais cette partie du processus est un secret jalousement gardé et nous devons couper nos caméras. Pas de caméra. Dure environ 4 semaines. Mais une aile ne suffit pas pour fabriquer un avion. À travers toute l'Europe, des usines produisent les pièces de cet avion qui ressemble à un monstre digne de Frankenstein. Ce qui ne fait d'ailleurs pas plaisir à tout le monde. Ainsi, certains Allemands désapprouvent les ambitions d'Airbus. Voici la toute dernière usine du consortium à Hambourg. Une structure démesurée assez grande pour loger 4 A380 côte à côte. Le consortium européen fabrique des fuselages en Allemagne depuis plus de 30 ans. Mais à l'annonce du lancement de l'A380, il a dû fortement agrandir son site de production pour qu'il puisse accueillir des avions terminés, afin que ceux-ci soient parés à l'intérieur et peints à l'extérieur. Que les clients veulent un très gros porteur de 550 places, un hôtel volant 4 étoiles ou un transporteur de fret, c'est ici que l'aménagement intérieur, sièges, tapis, escaliers et même bars et cascades, sera installé. Mais l'expansion nécessaire de ces 3 bâtiments et l'allongement de la piste pour accueillir l'avion géant posent problème. L'usine principale d'Airbus se trouve sur les bords de l'Elbe, au cœur de la plus grande zone marécageuse d'Europe soumise à la marée. C'est une région très particulière en raison de l'influence de l'eau venant des terres et de celle des marées. On y trouve un mélange d'eau douce et d'eau salée. Et cet écosystème fragile héberge 70 espèces d'oiseaux migrateurs, 71 en comptant l'A380. Airbus voulait investir 140 hectares de marécages immaculés, mais les défenseurs de la nature ont crié au scandale. Une bataille judiciaire et des manifestations ont retardé la construction pendant plus de 2 ans. Mais finalement, les hommes politiques au niveau local et national, qui souhaitaient voir leur ville bénéficier de cette manne financière, sont intervenus et les usines ont vu le jour. Dans l'une d'elles, on fabrique les tronçons de fuselage, mais les 2 autres sont toujours inactives. D'autres actions en justice empêchent encore l'usine d'accuser livraison des avions qu'elle devra achever.
À moins d'une victoire au tribunal, le consortium aura investi quelques centaines de millions d'euros dans une usine qui ne servira à rien ou à pas grand-chose. Le nœud du problème, c'est la piste. Airbus a besoin qu'elle soit beaucoup plus longue pour recevoir la version transport de fret, l'A380F. Il faut que la piste de Hambourg soit agrandie pour que les pilotes puissent faire les essais de performance de l'avion. Et ils ne pourront le faire que lorsque ce dernier sera chargé avec un poids correspondant à la charge qu'on transporte habituellement à une altitude de croisière lors d'un vol normal. Le plan d'allongement de la piste de Hambourg s'est heurté à une forte résistance de la part des riverains qui s'inquiètent de voir le tarmac arriver à moins de 450 mètres des vergers du coin. Et aussi près d'une église luthérienne abritant un orgue de grande valeur datant de 1688. Un instrument délicat susceptible d'être endommagé par les vibrations du sol et les tourbillons de sillage, des turbulences qui ressemblent à des tornades miniatures. Nous disposons de renseignements très précis sur l'apparition de ces turbulences, ces mini-tornades, qui sont produites par presque tous les avions. Elles peuvent affecter les constructions comme les individus s'ils se trouvent à proximité d'une piste ou d'une approche. D'après nos prévisions, il faut s'attendre à des vents atteignant parfois 12 sur l'échelle de Beaufort, c'est-à-dire environ 130 km/h. Et ces mini-tornades vont s'abattre sur le clocher de l'église et sur les toits. Les riverains ont de quoi être inquiets. Pendant des années, ils ont toléré le poids lourd de la famille Airbus, le Beluga, un avion de transport de fret qui tire son nom de l'animal auquel il ressemble. Plus petit que l'A380, le Beluga a été construit sur mesure en 1996 pour transporter les pièces des Airbus d'une usine à l'autre. Les riverains ont déjà ressenti les secousses provoquées par le Beluga, secousses qui ne devraient qu'empirer avec l'arrivée éventuelle de l'A380. D'après Airbus, ces craintes sont disproportionnées. Mais si les détracteurs de l'avion l'emportent, le consortium n'aura pas d'autre choix que d'aller construire son usine et sa piste ailleurs. Qui, des riverains et de l'avionneur, sortira vainqueur de cette bataille juridique? Pour l'instant, les procédures suivent leur cours. Et ce jugement n'est pas le seul risque encouru par le fabricant. À 57 km de là, à Stade, un autre pari est en train de se jouer. L'avionneur utilise un matériau futuriste pour fabriquer l'empennage. Il s'agit d'un matériau renforcé en fibre de carbone et il est fait dans la même matière que celle qui donne sa solidité incroyable au diamant. 6 fois plus rigide que l'acier et bien plus légère, la fibre de carbone est un passage obligé pour les ingénieurs s'ils veulent maintenir une masse à vide opérationnelle maximale de 277 tonnes. Contrairement aux métaux qu'on forge, les fibres de carbone sont tissées comme un vêtement. Les machines de fabrication produisent des pièces en combinant des fibres de carbone super résistantes et de la résine plastique qui peuvent prendre toutes les formes imaginées par les concepteurs. Après la cuisson, le renforcement, la peinture et le séchage, il n'y a plus qu'à coudre les panneaux ultra légers sur l'armature de la queue grâce à ce robot rifter géré par ordinateur. Travaillant 24 heures sur 24 pendant une semaine, il effectue 10 000 fixations à l'importance capitale avec une tolérance de précision qu'aucun être humain ne peut égaler. Et l'intégrité de l'empennage est cruciale pour la sécurité des futurs passagers. Les ingénieurs d'Airbus ne savent que trop bien ce qui arrive lorsqu'un empennage présente un défaut. En 2001, le vol 587 d'American Airlines décolle de l'aéroport John Kennedy de New York. Moins de 3 minutes plus tard, l'A300 s'écrase à Rockaway, un quartier du Queens à New York. L'avion est tombé. Il s'est mis sur le côté et il est tombé. Je n'arrive pas à le croire. C'est alors le deuxième accident d'avion le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Et les enquêteurs font une découverte effrayante. L'accident a été provoqué, lors de l'accélération de l'avion, par la rupture de l'empennage et de la gouverne de direction
qui était fabriqué en partie en matériaux composites. Les enquêteurs concluent pourtant que le crash est sûrement dû à une erreur humaine et non à un problème lié au composite. Les ingénieurs ont tiré les leçons de ce drame et les ont appliquées à l'empennage de l'A380. Mais aujourd'hui, quelque chose ne va pas à l'usine. La foudre a fait sauter les plombs et le robot rifter ne fonctionne plus. Il y a eu un orage et la foudre est tombée. L'ordinateur s'est éteint et le disque dur s'est arrêté. Mère Nature a semé la zizanie et provoqué la paralysie du système. C'est l'électricité. Ça arrive quelquefois. Normalement, on est protégé, mais des fois, ça arrive quand même. Les heures passent tandis que Kai Baumgartner et ses collègues essayent de faire repartir la machine. S'ils ne parviennent pas à réparer l'ordinateur, ils n'arriveront pas à tenir les délais de fabrication de l'empennage. Il faut donc vite identifier le problème. À la fin du poste, le bruit du riftage se fait de nouveau entendre dans l'usine. Et Kai Baumgartner a repris sa place devant son écran pour vérifier que chacune des 10 000 fixations est parfaite. Une caméra minuscule placée dans la tête de la machine à rifter lui permet d'examiner minutieusement chaque opération et de vérifier qu'il n'y a aucun défaut. Je m'assure que la perforation se déroule correctement et qu'il n'y a pas de défaut. J'ai différents outils ici et il arrive parfois qu'il y ait des ratés. C'est une tâche répétitive, mais Baumgartner doit rester vigilant afin de préserver la vie des futurs passagers. Dans le monde entier, fournisseurs et partenaires d'Airbus mettent la dernière touche aux composants de l'A380. Mais réunir toutes ces pièces au même endroit est un véritable cauchemar logistique. Le système de transport utilisé chez Airbus, le Beluga, est trop petit pour acheminer les différents sous-ensembles au complexe industriel Aéroconstellation de Toulouse. Airbus a donc mis sur pied un réseau tentaculaire pour transporter, par voie maritime et terrestre, des éléments valant plusieurs millions d'euros. Mais transporter de cette façon les sous-ensembles du plus gros avion de ligne du monde, de toute l'Europe jusqu'à Toulouse, n'est pas sans risque. Pour les avions plus petits, avec le Beluga, la manœuvre était des plus simples. La soute de cet appareil mesure 7 mètres de haut, sur autant de large et 38 de long. C'est suffisant pour engloutir le fuselage, les ailes et les empennages des avions de ligne comme l'A320 de 150 places. En revanche, les sous-ensembles gigantesques de l'A380 sont trop volumineux, même pour le Beluga. Il est bien trop petit pour emporter son fuselage ovoïde à 3 ponts et ses ailes immenses. Aussi, pour acheminer les pièces jusqu'au hall d'assemblage final, le FAL, il faut les faire venir par la mer et par la route. Au lieu d'un vol de 2 heures dans les flancs du Beluga, elles vont voyager pendant une journée dans des bateaux de haute mer, des péniches et des camions spécialement équipés. S'assurer que ce système démesuré est bien huilé est la tâche du responsable logistique Philippe Nedelec. Et en plus, il faut travailler vite. J'aime dire que je suis un chef d'orchestre. Je donne le rythme à tout le monde. Les ailes et les tronçons de fuselage arrivent au port de Pauillac, près de Bordeaux. Ensuite, ils remontent la Garonne jusqu'à Langon par péniche, sur une centaine de kilomètres. Il faut négocier un passage difficile à Bordeaux, sous le pont de pierre, construit par Napoléon Ier il y a près de 200 ans. Nous devons passer sous ce pont. Et au début, les Bordelais avaient peur. Ils se demandaient qu'est-ce que les gens d'Airbus vont faire à notre joli pont. Pour manœuvrer sous cet ouvrage, Philippe Nedelec et son équipe surveillent avec attention les marées et la météo. S'ils ne règlent pas leur expédition à la minute près, si le niveau d'eau est trop haut ou les courants trop forts,
la péniche risque de heurter le pont et d'endommager en même temps sa précieuse cargaison et le vénérable monument. Mais attendre le moment idéal n'est pas toujours possible. Supposez qu'on passe à côté d'un bulletin météo. Le bateau manque la marée et on perd 6 heures. Et ces 6 heures peuvent nous faire perdre une semaine, parce que le convoi ne pourra pas partir. Ce n'est pas facile. On ne peut pas y aller quand on veut. Chaque franchissement du pont présente un risque. Cette fois, ça passe, mais de justesse. Ensuite, on passe le relais aux camions et à leur escorte. La progression est lente, 16 km/h, et se fait sur 250 km. On ne peut pas laisser les camions livrés à eux-mêmes. Il y a donc des véhicules d'assistance. Chaque convoi regroupe 6 camions, plus une quinzaine de camionnettes, des voitures et des motos. Une soixantaine de personnes font le trajet entre 22 h et 5 ou 6 heures le lendemain. C'est un drôle de défilé au cours duquel les morceaux d'avion avancent comme des escargots dans les ruelles, rasant parfois les habitations. Mais quelle que soit l'heure de la nuit, il y a foule pour assister à cette procession étrange. On voit des gens à 2 h du matin et on ne sait pas trop comment réagir. Parfois, on leur dit bonjour. C'est vraiment bizarre. Ils sont très intéressés et très contents. C'est comme un spectacle permanent payé par Airbus. Jusqu'ici, ce spectacle fait encore figure de nouveauté. Mais les gens continueront-ils d'applaudir lorsque les convois emprunteront la route à grand gabarit une fois par semaine? Car c'est ce rythme qu'Airbus devra tenir pour répondre à ses besoins de production. Finalement, le convoi arrive à destination. Le FAL, le hall d'assemblage final, le centre nerveux de toute l'opération. Cette installation se trouve en bordure de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Comme les autres sites de l'A380, celui-ci est énorme. 500 mètres de long sur 250 de large, haut de 15 étages et construit avec 32 000 tonnes d'acier, suffisamment pour ériger 3 tours Eiffel. C'est ici que l'avion géant va enfin prendre forme grâce à une installation gargantuesque. D'après Julien Puyou, elle est unique en son genre. Nous sommes devant le plus grand bâti d'assemblage du monde utilisé pour fabriquer un avion. C'est le poste 40. C'est au poste 40 qu'on va coudre les éléments du fuselage, jonctionner les ailes et les morceaux d'empennage. Cette installation unique au monde fait 5 étages de haut, pèse environ 1200 tonnes et est équipée de 4 ascenseurs qui emportent les ouvriers jusqu'à leur poste de travail. C'est ici que la théorie devient réalité et que les sous-ensembles fabriqués aux 4 coins du monde sont assemblés. En cas d'erreur, si les pièces ne répondent pas aux spécifications techniques ou si les joints ne s'ajustent pas au millimètre près, l'avion ne sera pas en état de voler. La vie des passagers de demain dépend des mains habiles des ouvriers et du savoir-faire des ingénieurs qui travaillent au poste 40. Pour nous, le défi consiste à assembler toutes ces pièces en même temps, car il y a de nombreux ouvriers qui travaillent simultanément et au même endroit, mais qui doivent effectuer des tâches très différentes. L'un d'eux s'occupe des ailes, un autre du fuselage. Ils ne font pas le même travail, mais ils doivent intervenir en même temps. La cadence de travail est très élevée. Il faut 4 semaines pour achever l'assemblage. Une fois sorti du poste 40, l'avion franchit des portes coulissantes de 100 mètres de large et entre dans une des 3 baies de finition. À l'intérieur de cet atelier immense, on peut parquer sans difficulté 3 A380 côte à côte. Les techniciens investissent alors la superstructure pour installer les systèmes électriques, hydrauliques et autres qui vont donner la vie à l'appareil. Construire un A380 est une tâche herculéenne, mais pour qu'Airbus puisse continuer d'exister,
il va falloir accélérer fortement la cadence de production. Le poste 40 devra en effet sortir une unité complète chaque semaine. Mais avant d'en arriver là, l'avion doit faire la preuve de sa navigabilité. Aussi, tous les regards se tournent vers le ciel du sud-ouest. La foule se demande si l'A380 va réussir son vol inaugural. À l'aéroport de Toulouse-Blagnac, les gens ne sont pas moins de 40 000 à scruter le ciel avec anxiété en espérant voir se profiler le nouvel Airbus. Tous les vols de l'aéroport international ont été suspendus et le ciel est d'un calme presque inquiétant. Il y a près de 4 heures que le dernier né de l'avionneur européen a décollé. Et si tout s'est bien passé, il ne devrait pas tarder à faire sa réapparition. Et en cas d'incident, les pilotes pourront tout de suite voir si leur formation les a bien préparés à une catastrophe. La majeure partie de leur entraînement s'est fait sur des ordinateurs capables de reproduire tous les comportements de l'A380. Du moins, en théorie. Dans un simulateur comme celui-ci, doté d'un ordinateur 500 fois plus puissant qu'une console de jeux vidéo, des images très réalistes permettent aux pilotes de prendre l'avion en main. Malgré sa taille hors du commun, l'A380 a été conçu pour être piloté comme n'importe quel gros porteur. Est-ce qu'on est fou? Tester la fidélité du simulateur est la tâche qui incombe au pilote Claude Olvec. Je dirais qu'il est comme n'importe quel avion de ligne. Ce qui est étonnant compte tenu de sa taille et de son poids. Ça surprend beaucoup les gens, surtout les pilotes. Un des principaux avantages du simulateur est de permettre aux pilotes de flirter avec le danger. Faisons simple. Coupons un moteur. C'est le numéro 4. Voyons ce qui se passe. L'avion appuie légèrement à droite. Il faudra donc bien pire qu'une simple panne de moteur pour faire tomber ce mastodonte. Mais les ingénieurs, qui ne manquent pas d'imagination, ont entré plus de 400 scénarios catastrophes dans l'ordinateur, de l'incendie en soute au coup de foudre dévastateur. Mais aucun ordinateur ne peut reproduire la responsabilité énorme qui pèse sur les épaules du pilote, chargé de transporter 550 personnes. Le défi, c'est de voler avec autant de passagers. C'est le défi suprême, oui. À l'extérieur, tout le monde scrute les cieux. L'attente est insupportable. Puis, on distingue un reflet lumineux. Et finalement, l'immense avion se profile dans le ciel. Journalistes et photographes se précipitent sur le bord de la piste pour immortaliser cet instant historique. Frimeurs, les pilotes font un survol à basse altitude pour le plus grand plaisir des badauds, avant d'entamer le virage qui leur permet de se placer dans l'axe de la piste pour entamer la descente. Puis, enfin, ils se posent. Comme des astronautes de retour de l'espace, les pilotes et les mécaniciens navigants saluent la foule. Ils viennent d'entrer dans le livre des records. Pour l'instant, et en attendant mieux, l'A380 est un succès en termes de relations publiques. Les journalistes du monde entier tapent fiévreusement leurs papiers. Charles Champion, le chef du programme, est à la fois fier et soulagé. C'était un grand moment d'émotion. Nous avons réussi. Ça marche. Ça marche. Airbus a prouvé que l'A380 vole.
Mais c'était peut-être ce qu'il y avait de plus facile. Au moment du vol d'essai, l'avionneur avait enregistré 154 commandes. Mais il lui en fallait encore 96 pour arriver à l'équilibre financier. Pour remplir son carnet de commandes, il faut impérativement accélérer le rythme de production et convaincre les compagnies aériennes de débourser entre 232 et 248 millions d'euros l'unité. Or, tandis que les clients potentiels s'émerveillaient devant les aménagements intérieurs de l'appareil et que les ingénieurs savouraient encore le succès du vol inaugural, Airbus annonçait, à la surprise générale, un retard de 6 mois dans la livraison du premier appareil. Les premiers acheteurs à avoir versé un acompte avant même le premier vol n'ont pas caché leur mécontentement. D'après certains experts, l'avion est encore trop lourd. Mais Airbus insiste sur le fait que ce retard n'a rien d'anormal. La vraie réussite, ce sera quand le client dira « Formidable, c'est ce que j'attendais, je l'adore, donnez-moi plus ». Si les 40 dernières années de l'histoire de l'aviation peuvent servir d'indicateur, et si plus de gens prennent l'avion de plus en plus souvent à l'avenir, le pari audacieux de Charles Champion devrait s'avérer payant. Et l'A380 pourrait bien devenir le symbole de l'aviation commerciale du XXIe siècle.